Alors, bienvenue à tous. Rapide petite présentation des intervenants et des cabinets qui vont éclairer cette question sur le devenir du PMO dans une organisation agile à échelle. Alors moi, je suis Stéphane Caillot, je suis cofondateur associé du cabinet Rexen, qui est un cabinet franco-suisse spécialisé dans la gouvernance du SI, de la DSI, quoi, le CIO Advisory et sur la transformation digitale, sur les problématiques de digitalisation de chaîne de valeur, etc. On a souvent eu l'occasion de coopérer avec ZenValue. C'est pour ça on co-anime ce séminaire ensemble. Je vais laisser la parole à Maël qui va vous dire deux mots sur Zen. Eh ben, bonjour à tous. Moi aussi, je suis ravi d'être là avec Stéphane. Effectivement, on travaille depuis pas mal de temps avec Redsen. Je suis un des associés de ZenValue. Donc, on est un cabinet de conseil qui est spécialisé du coup dans tout ce qui va être performance des organisations. On accompagne les organisations sur une performance qui va être mesurable. On est très axé mesure et très axé aussi durabilité. C'est-à-dire qu'on veut mettre en place des organisations qui perdurent dans le temps et qui sont performantes longtemps. Pour ça, effectivement, on utilise des outils comme le Lean, comme l'agilité. Et donc, c'est pourquoi on est là aussi aujourd'hui, puisqu'on a une expertise sur tout ce qui va être transformation des organisations, mise en place d'organisations agiles, et en tout cas, ce que je vais appeler souvent des organisations apprenantes, donc des organisations qui s'améliorent, apprennent d'elles-mêmes et trouvent des solutions pour être plus performantes dans le temps. Et du coup, aujourd'hui, je suis accompagné du coup de Nathalie. Non, ça ne marche toujours pas, Nathalie. Donc Nathalie, Voilà, qui est, présente Nathalie. Pendant ce temps-là, elle je trouve vais présenter le Nathalie. communiqué. Alors, Nathalie, qui est donc consultante chez ZenValue, elle a notamment effectivement toutes les compétences qui vont bien côté agilité à échelle et tout, mais surtout, Nathalie, elle a une grosse expertise en direction de programme, en PMO et ce genre de choses. Donc, elle a fait tous ces jobs. Donc, en fait, elle a vraiment cette capacité, du coup, à comprendre l'évolution de ce rôle puisqu'elle l'a joué, elle l'a fait évoluer du coup dans le cadre de ses interventions auprès de différents clients. Voilà, super, Nathalie. Nathalie, tu as quelques minutes encore comme c'est pas toi qui vas parler tout de suite, pour régler ton problème de micro. Je te laisse voir ça avec Arthur. Alors, en fait, nous, ce qu'on voulait vous présenter, en fait, c'est finalement séquencer la présentation en trois parties. C'est se redire vite fait ce que tout le monde connaît bien sur les grandes prérogatives du PMO et les différents types les différentes natures de PMO et ses prérogatives, ses activités. Après ça, Maël, ça serait intéressant que tu nous éclaires quand même sur les impacts majeurs du passage sur une organisation à l'échelle. Et après ça, Nathalie, qui aura sûrement retrouvé son micro d'ici là, pourra nous expliquer comment, quel impact, quelle transformation ça induit dans le quotidien d'un PMO, ce passage à l'échelle. Voilà. Et sur le coup, tu le dis bien, Stéphane, en plus, c'est que vraiment l'agilité échelle, je pense qu'il y a beaucoup de mythes un peu sur ce que c'est. Donc, ce sera intéressant de voir effectivement ce qu'on entend par agilité à l'échelle et du coup, l'impact que ça va avoir effectivement sur les PMO. Alors, concernant c'est déjà quels sont les différents grands types de PMO qu'on trouve. Alors, évidemment, ça c'est une vision qui est très livresque, hein, et je vous ai proposé quelque chose qui me permet de segmenter cette grande famille de PMO, sachant que chacun dans nos organisations, on voit plutôt des espèces de mélange de séquences d'ADN qui font qu'on a souvent des PMO qui mixent différents rôles. Mais on a, je dirais classiquement, une vision très stratégique, high level, qui est le PMO d'entreprise, qui est là pour aider les C-level, en gros, à faire les arbitrages stratégiques sur les investissements, puisque c'est quand même pour l'essentiel là que ça se joue, vérifier l'alignement stratégiques des projets et qui va permettre, en général, ces gens-là ont leur prérogative de donner
de casser des silos qui existent souvent de manière assez forte. Donc, lorsque notamment on n'est pas dans une organisation agilisée, les silos organisationnels qui peuvent exister entre les différentes directions, métiers, qu'elles soient régaliennes ou opérationnelles, en fait. Ensuite, on a classiquement le PMO le plus fréquemment trouvé, c'est le PMO portefeuille. Globalement, c'est des gens qui sont en charge d'un portefeuille, d'un gros portefeuille de projets, qui est souvent segmenté selon des entités organisationnelles. Une direction métier, une direction fonctionnelle, etc. L'objectif là, c'est de donner une vision pilotage tête haute des projets, des portefeuilles, pour pouvoir faire déjà faire synthétiser de l'avancement, prendre des décisions, replanifier, planifier, replanifier, refaire les réarbitrages budgétaires au sein d'un portefeuille. Et c'est ça l'essentiel de leur activité. Leurs interlocuteurs, en général, c'est ce qu'on appelle, alors, ça a plein de noms selon les organisations, mais c'est le responsable de domaine, les directeurs de projets de programme et parfois des commanditaires au sein des directions métiers, des directions business. Ensuite, on peut avoir dans certaines organisations, que moi j'ai vu notamment dans les grosses organisations, des PMO spécialisés sur la partie contrôle de gestion, donc avec une vision très très budgétaire. Eux, ils sont très impliqués forcément dans tous les process d'élaboration et de pilotage budgétaire. Et ils ont un rôle en général clé, dont on verra peut-être comment ça évolue, hein, mais sur le retraitement financier des investissements consentis dans les projets. En gros, comment j'amortis mes projets et sur quel rationnel, etc. Donc, en général, c'est les gens qui sont fortement impliqués, donc avec le contrôle de gestion, et puis également, comme le top management de la DSI, et également les responsables de domaine, parce que bien souvent, on a en miroir le découpage budgétaire la structure budgétaire qui suit le découpage organisationnel de l'entreprise. Après ça, on peut trouver ce qu'on appelle le PMO méthode ou bibliothèque. Enfin, ça dépend un petit peu des petits noms qu'on peut leur donner. C'est les gens qui sont les porteurs de la bonne parole méthodologique. Alors, ils sont à la fois là pour acculturer sur toutes les parties prenantes de la gestion du portefeuille de projet du projet sur le cadre méthodologique, mais ils sont aussi là pour faire du contrôle qualité et méthode. C'est-à-dire que bien souvent, c'est les gens qui sont en charge de vérifier que la méthode, au-delà qu'elle soit comprise et qu'on l'ait bien inoculée auprès de tous les intervenants, c'est que la méthode soit suivie. Donc, par exemple, ça se traduit beaucoup par du contrôle de livrable. Il y a un certain nombre de phases. À la sortie de chaque phase, un projet doit fournir un certain nombre de livrables. Ce PMO-là va être en charge de valider le fait que il valide pas le fond du livrable, mais il valide que le livrable existe et qu'il respecte bien les recommandations. Donc ça, c'est des gens qui sont fortement impliqués qui commencent à se rapprocher de l'opérationnel projet. C'est-à-dire que les interlocuteurs, c'est les chefs de projet, les directeurs de projet, les responsables de domaine, voire les managers de ressources, parce que il faut encore une fois embarquer tout le monde, et notamment dans des organisations où on a souvent des ressources externes qui viennent en renfort. Il est très très important de pouvoir bien embarquer les gens qui s'inscrivent tout de suite dans les bons process de fonctionnement par rapport à la gestion des projets et des portefeuilles. Et après ça, le dernier, c'est le PMO, ce qu'on appelait opérationnel, ou qui a un rôle quasiment d'assistant de chef de projet, de directeur de projet. C'est-à-dire que son scope d'intervention est assez restreint et on le trouve souvent sur les gros projets. Et c'est vraiment un assistant du chef de projet, sans avoir la responsabilité évidemment du projet, mais qui aide au pilotage. Voilà. Alors, ça, c'est les grandes familles de PMO qu'on a aujourd'hui. Et si on regarde les activités,
les grandes familles d'activités qui suivent d'ailleurs les macro-process du PPM. Hein. Aujourd'hui, ces grandes activités, c'est tout à fait en amont la gestion de la demande, c'est-à-dire en gros collecter les demandes, les opportunités de transformation, les analyser, les évaluer, les prioriser pour pouvoir les arbitrer et éventuellement ensuite les mettre au portefeuille. Et après ça, il y a toute la gestion du portefeuille, ce qu'on entre, ce qui entre, ce qui sort dans le portefeuille et comment le portefeuille évolue, se déforme dans le temps. Ça, c'est des éléments qui sont très importants. Évidemment, le suivi des projets eux-mêmes, parce que tout le boulot d'un PMO repose sur la collecte d'informations, d'avancement sur les projets, en général au travers des revues de projet. Donc, il faut les collecter, les agréger, les interpréter, rajouter les narratifs qui vont bien. Enfin voilà. Pour pouvoir ensuite alimenter la comitologie, alors qui est diverse et variée en fonction des organisations des clients et aussi en fonction du cadre méthodologique qu'on emploie, et ça sera largement discuté par la suite. Voilà. Après ça, intervention donc sur les process de pilotage budgétaire. Il a un rôle sur le pilotage de la capacité, le contrôle qualité-méthode dont on a parlé un petit peu avant, et puis l'accompagnement du changement, la formation des gens, l'embarquement et des interlocuteurs. Et donc, dernier point, en général, tombe dans l'escarcelle également de la cellule PMO, toute la gestion de l'outillage qui permet de piloter la gestion du projet. Donc ça va de l'outil de PPM à des outils plus opérationnels de gestion de projet ou de produit, hein, selon comment on dispatche toutes ces activités. Voilà. Donc ça, c'était 2 slides juste pour replanter le décor avant que Maël puisse nous éclairer un peu. Et voilà, aujourd'hui, voilà ce qu'on fait. On a une petite question d'ailleurs par rapport à ça. Qu'est-ce que tu fais comme distinction toi, entre le PMO portefeuille et la partie portfolio management? Tu fais une distinction ou pas, ou pour toi c'est la même chose? Non, c'est une activité le portfolio management. C'est le vocable, on va dire, global pour la gestion des portefeuilles. Et puis après, il y a différents niveaux d'intervenants, quoi. OK. Super. Alors, tu fais bien de te faire remarquer, Maël. Quels sont les grands changements de paradigme finalement qui sont induits quand on passe à l'échelle? Alors, pas quand on fait de l'agilité projet, mais quand on passe à l'échelle. Qu'est-ce que ça change dans la vie de l'entreprise, dans son organisation, sa manière de fonctionner? Tu me dis quand tu veux que je passe tes slides. Ouais. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu l'origine. C'est l'agilité à l'échelle. On va repartir un peu de l'origine et après on va voir ce que ça change. L'origine, c'est qu'en fait, à un moment, on a voulu mettre un peu de l'agile en place au niveau des équipes. Et puis, en fait, on s'est aperçu que c'est pas parce qu'une équipe, elle était agile qu'elle savait forcément bosser avec une autre équipe, même si elle était agile. Donc, on a vu un petit peu des limitations, je dirais, entre le fait que être agile, c'est bien, mais ça ne nous aide pas forcément à travailler quand on commence à avoir des organisations de plus en plus complexes. Et donc, tu peux passer. Donc, le slide, l'origine, en fait, elle est vraiment du fait qu'à un moment, en fait, on s'est dit que on devait travailler au niveau de l'organisation pour que, du coup, tous les principes de cette agilité, finalement, ils se retrouvent à toutes les échelles de l'organisation, que ce soit au niveau des équipes, que ce soit au niveau des départements, que ce soit au niveau des grands ensembles stratégiques de l'entreprise. Et l'agilité à l'échelle, elle est vraiment venue pour assurer cet alignement stratégique. D'accord ? Dans un premier temps, on s'est dit comment on va aligner en fait les équipes pour être sûr que tout le monde va dans la même direction, que tout le monde va essayer de faire de la création de valeur pour les clients. Donc, on garde un peu tous ces principes d'agilité du fait qu'on veut faire de la création de valeur rapide avec une capacité à être vraiment user-centric et à s'assurer que ce qu'on livre, ça fait de la valeur pour l'utilisateur. Mais pour ça, on doit être sûr que cette stratégie, elle soit claire, elle soit partagée et qu'elle soit alignée avec l'ensemble des personnes. Donc, c'est vraiment cette grosse brique que va apporter du coup l'agilité à l'échelle, c'est vraiment de pouvoir créer cet alignement stratégique. L'autre point aussi, on s'est dit, c'est tout ce qui va être gestion des dépendances. C'est-à-dire qu'on a commencé à vouloir mettre l'agilité à l'échelle parce que
on s'est aperçu que même si on veut promouvoir des équipes qui sont au maximum autonomes, auto-organisées, en fait, on s'aperçoit que souvent, on ne peut pas travailler tout seul et qu'en fait, on a besoin de l'équipe d'à côté, du département d'à côté pour pouvoir fonctionner, pour travailler. Et donc ça demande une certaine synchronisation des équipes. Ça peut être de la synchronisation au niveau, par exemple, des rythmes de travail, ça peut être de synchronisation au niveau des cadences, et surtout, on va surtout synchroniser les livraisons parce que on doit s'assurer que si moi j'ai besoin d'un élément d'une autre équipe, je dois être sûr que cet élément il va être livré en temps et en heure, et donc ça nécessite cette coordination. Et c'est vrai que on veut garder cette capacité des équipes à s'auto-organiser, à être autonome, mais on veut être sûr qu'on ne va pas avoir ce qu'on appelle des goulets d'étranglement dans notre chaîne de livraison. Donc là, on rentre aussi sur des notions lean, un peu de théorie des contraintes, et c'est comment on s'assure que dans notre flux de livraison, on ait bien l'ensemble des éléments qui s'imbriquent bien les uns les autres pour éviter justement qu'on ait des blocages et ainsi de suite. Donc, c'est tout ça qu'on essaye de faire par l'agilité. Et du coup, l'agilité, elle est vraiment venue mettre cette partie-là. L'autre point que ça a changé, je vais te laisser passer sur le slide d'après, du coup, Stéphane, c'est de la façon dont on réfléchit budgétairement. Donc, ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu qui s'appelle le triangle de fer. C'est se dire que avant, dans une organisation un petit peu, une organisation un peu prédictive, ce qu'on avait, c'est qu'on fixait un petit peu un périmètre. On allait dire voici le périmètre des choses que je vais livrer. Et puis en fait, on allait estimer du coup tout ce qui allait être le délai. Donc c'est combien de temps il me faut pour pouvoir livrer ce qu'on me demande et combien ça va me coûter. Et ce qui se passe en général, c'est que, alors là, je vais peut-être parler à des chefs de projet. J'ai été moi-même chef de projet pendant de nombreuses années. On n'est jamais très sûr de respecter les délais et souvent on ne respecte pas complètement les coûts. Donc c'est comme ça que ça finit. Et si tant est qu'on a respecté les délais et les coûts, est-ce que la qualité est toujours en rendez-vous? C'est encore un sujet sur lequel on pourrait débattre pendant des jours et des heures. Là, ce qu'on va changer un peu avec l'approche agile et qu'on va renverser le paradigme, on va dire, en fait, on va faire ce qu'on appelle du capacitaire. Et ça, c'est ça qu'on va discuter après, je pense aussi, et je laisserai après Nathalie tout à l'heure, mais sur cette notion un petit peu budgétaire qui est clé, et notamment qui est une fonction clé du PMO, c'est que le côté capacitaire, c'est de dire, en fait, on va fixer un délai, on va fixer des coûts. On va dire, par exemple, que j'ai tant de ressources sur un an, et donc ça a tel coût, et donc du coup, ça, c'est un élément qu'on va essayer de figer au maximum. On va ensuite se dire que la qualité, c'est quelque chose qui est non négociable, et qu'on doit travailler forcément avec la qualité adéquate. Et une fois qu'on s'est dit ça, ce qu'on va du coup réaliser, c'est estimer le périmètre. C'est-à-dire qu'avec ces ressources que j'ai disponibles, qui peuvent être des ressources humaines ou des ressources même matérielles, qu'est-ce que je vais être en capacité à pouvoir livrer? Et donc, du coup, je vais faire varier ce périmètre et je vais livrer en fonction, en essayant toujours de me focaliser sur quel est le flux de valeur que je veux livrer. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis en train de bien de me focaliser sur de la valeur? Et là où c'est vrai que dans une approche prédictive, on avait un ensemble de choses qu'on devait livrer, puis on les livrait coûte que coûte. Là, on va avoir cette capacité à régulièrement se poser la pertinence de ce qu'on a livré. Est-ce que c'était vraiment la valeur qu'on avait estimée initialement, qu'on a pu délivrer à nos utilisateurs? Est-ce que oui, non? Sinon, est-ce qu'on peut peut-être annuler certaines choses qu'on devait faire pour les remplacer par des choses qui font plus de valeur? Et donc, du coup, cette notion de capacitaire, ça va faire qu'en agilité, on va essayer de faire ce qu'on appelle du reroutage un petit peu de flux financiers. On va essayer de, petit à petit, une fois qu'on a notre capacité à faire, aligner en fait finalement ces investissements en fonction de la valeur qu'on peut faire, en fonction notamment je dirais, de tout ce qui va être, on va dire, toutes les confirmations d'hypothèses que j'ai pu avoir en fait du fait que j'ai déjà livré des choses, que j'ai récupéré du feedback de mes utilisateurs. Et donc, je suis sûr qu'aujourd'hui, notamment par des éléments de mesure factuels, que ce que j'ai livré font du sens. Donc, oui, je peux continuer dans cette direction, ou non, je vais devoir du coup travailler différemment pour pouvoir rerouter cette activité vers un flux de valeur plus important. Parfait. Est-ce que je regarde le fil de questions déjà, puisque on va peut-être changer de partie. Oui, il y avait une question sur la partie introductive qui était de se dire est-ce que finalement c'est possible d'être PMO transverse, un peu multicarte. Alors oui, c'est ce que je disais en introduction en fait, c'est que la présentation du slide là, dans lequel il y avait les 5 grandes familles de PMO, c'était
plus l'ivresse que réel. La plupart du temps, les rôles sont mixés. Par exemple, ici, on a souvent des PMO stratégiques, quoi, et qui se confondent avec les PMO portefeuille. Surtout, c'est une équipe, Stéphane. Surtout, Oui. c'est des équipes. C'est Oui, rarement mais la une seule question, personne. la question était carrément posée de savoir est-ce qu'une même personne pouvait incarner plusieurs rôles. Ah oui. Donc, je réponds à cette question. D'accord. Oui, bien sûr. Bien sûr. Après ça dépend de la taille de l'organisation d'une part, de la manière dont sont constitués les portefeuilles. Voilà quoi. C'est sur des énormes programmes qu'il peut y avoir dans les grands comptes. On a même des PMO qui sont dédiés au programme. Et pour autant, ils sont pas des assistants de chef de projet. Hein. C'est juste qu'il y a une telle ampleur dans le budget d'investissement que nécessairement, on a besoin de renforts sur le pilotage. Voilà. Alors, on a une question aussi ouais, là, sur le j'allais te comment poser. Ouais, c'est vrai, effectivement. Alors ça, c'est assez intéressant en fait. Et c'est en fait c'est une réflexion. Déjà, je voudrais redire que l'agilité, c'est pas forcément que pour les IT, d'accord? Et aujourd'hui, on fait aussi ce qu'on appelle de l'agilité business, et donc du coup, on veut avoir une agilité qui traverse un petit peu toutes les couches. En fait, le paradigme maintenant qui change un je t'interromps juste une seconde. Il faut que tu rappelles la question parce que toi, tu la vois, mais le Ah, reste ok. des éditeurs ne la voit pas. Donc... La question, c'est comment le comité portefeuille devrait-il adapter sa gouvernance pour devenir agile afin de réduire le risque de décalage entre les alignements stratégiques long terme de l'entreprise et l'approche MVP à court terme des équipes opérationnelles mises en place avec les méthodes Scrum Safe. Alors, donc, ça, déjà, c'est de dire que maintenant, on fait de l'agilité qui est à l'échelle de l'entreprise. Et typiquement, on va essayer de réfléchir un petit peu plus ce qu'on appelle Customer Journey. C'est quoi mon parcours client? Et donc, du coup, comment je me mets en organisation pour livrer ce parcours client et pour donner, en fait, de la valeur, du coup, à mes clients, à mes utilisateurs. Donc, ça, c'est le premier point. Et en fait, quand on fait ça, on va définir une stratégie par rapport à ça. Et cette stratégie, ça doit se retrouver à toutes les échelles de l'organisation pour notamment aider à la priorisation des sujets. Et on va avoir des macro-sujets à l'échelle de l'entreprise. Ces macro-sujets, ils vont se décliner en plus petits sujets ou plus petits projets à l'échelle d'un département ou d'une équipe. Et ensuite, ça va être décliné du coup à l'échelle d'activités qui vont pouvoir être, si je reprends la partie Scrum, Safe et tout, qui vont pouvoir être déclinées du coup sur des sprints, donc sur des itérations qui vont permettre de délivrer de la valeur. Et donc, en gros, cette stratégie d'entreprise, elle doit servir en fait vraiment à définir les investissements qu'on veut faire d'une manière globale. On va donner des macros investissements par rapport à ça. Ensuite, ces investissements, ça va être charge à l'étage du dessous, finalement. Et là, on va rentrer, alors je vais rentrer un peu dans les trucs techniques comme ce qu'on appelle des PI plannings. Donc, c'est des grandes messes qui sont faites dans Safe où on va essayer de définir ce qu'on va réaliser à l'échelle d'un département, d'une tribu sur 2 mois et demi, 3 mois. Et bien là, en fait, ces personnes-là, elles vont regarder par rapport à ces stratégies dont elles vont s'appuyer, elles vont regarder les investissements qu'ils doivent faire et c'est eux qui vont piloter leur investissement plus spécifiquement par rapport à ce qu'ils veulent livrer pour ensuite aller délivrer de la valeur et ainsi de suite. Et après, ça va tomber au niveau de l'équipe qui, elle aussi, va maîtriser son investissement à son échelle pour pouvoir délivrer cette valeur toujours alignée avec la stratégie d'entreprise. J'espère que ça répond à la question et si c'est clair. Oui. Alors, il y en a pas mal des questions qui tournent autour de ce sujet-là, dont une, quel est le positionnement finalement par rapport au RTE, le positionnement d'un PMO par rapport à RTE. Mais je pense que ça, on va botter ça chez Nathalie parce que c'est sa partie en fait. Mais si tu veux commencer à donner un premier niveau de... Et d'ailleurs, je vous dis, vous avez un onglet questions pour les questions. C'est plus simple que dans le chat. Si vous voulez poser vraiment des questions, n'hésitez pas. Oui, ce que je disais, ouais. Ce que je leur disais en introduction. Mais après ça, on essaye de prendre la question où elle tombe. Ouais. RTE, on pourra l'expliquer après cette question. Voilà. OK. Finalement, les changements dans le quotidien d'un PMO, c'est quoi? D'abord, le PMO, il existe encore? Comment il s'appelle? Avec qui il travaille? Enfin, bref. Alors,
effectivement, évidemment qu'il existe encore. Sûrement qu'il change de nom. On aime bien changer les noms. Donc, on ne va pas trop s'attacher au nom. On va garder PMO, c'est très bien. Et donc, effectivement, il existe toujours. Et si tu montres la slide suivante, en fait, on va s'appuyer. Si on reprend les fonctions que tu as présentées au début, on va retrouver les mêmes rôles. En fait, les grandes familles de fonctions, ce sont les mêmes. Et les rôles dans une cellule PMO, ça va être à peu près la même chose, sauf que dans une organisation agile à l'échelle, le PMO, il va être moins dans le contrôle, plus dans la facilitation. Et le plus grand changement, c'est qu'il va, au niveau de l'entreprise, il va avoir ce rôle de diffuser la culture agile. C'est très, très important. C'est un vrai soutien dans les transformations. On va s'appuyer sur ses connaissances, ses compétences, ses relations, en fait, pour nous aider pour soutenir la transformation des entreprises. Il va, par le biais, en fait, de nouveaux outils, il va travailler soit sur les outils existants qu'il va falloir mettre au goût du jour, soit sur des nouveaux outils et surtout sur des nouvelles pratiques. Et notamment, Maëlle parlait de la stratégie. Tout à fait. Dans une agilité à l'échelle, on va souvent utiliser la méthode de ce qu'on appelle les OKR, dans objectif et key result, parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse mesurer régulièrement la performance des actions et beaucoup plus souvent que dans une organisation traditionnelle. Et on va dire que son plus grand rôle au niveau de l'entreprise, c'est qu'il va soutenir l'adoption en fait de ce qu'on appelle le LPM, c'est-à-dire le Lean Portfolio Management, qui est un cadre de travail particulièrement adapté donc aux agilités, aux organisations agiles à l'échelle, qui va permettre en fait de gérer, de revoir à la fois la gouvernance donc des chaînes de valeur. On parle plus de projet, on parle de chaînes de valeur, et qui va avoir une grosse influence sur l'adoption, sur la gestion des investissements. Et donc, au niveau de l'entreprise, le PMO entreprise, il est en rapport avec toute l'entreprise. En fait, il va travailler avec tous les acteurs de l'entreprise. Et ça nous amène directement au PMO portefeuille, puisque c'est très lié. Hein. Tous les rôles sont très liés en fait. Hein. C'est pas séquence, c'est pas des silos. On quitte les silos. On n'est plus du tout dans une organisation en silo là. On est dans des organisations en chaîne de valeur. Et donc, ce PMO portefeuille, il va lui aussi décliner les OKR d'entreprise. Il va les décliner au niveau de son portefeuille. Donc, il va avoir un objectif et des résultats. Et ces OKR, souvent, ils sont trimestriels, c'est-à-dire il va organiser un cadencement et des synchronisations régulières, donc mensuelles au niveau de son portefeuille, trimestriel au niveau du budget, et ça on va le voir dans le slide suivant puisqu'on parlera de la fonction budget, mais au niveau de son portefeuille, ce qui va changer, c'est à la fois ses techniques, ses pratiques, parce qu'il est agile, donc on va utiliser des techniques comme le Lean Canvas, on va changer aussi le process, le suivi des demandes, hein, le Kanban en fait de la demande, il va avoir des phases bien déterminées, bien définies, parce que le but, c'est de tester. En agilité, on pilote par la valeur, on veut avoir du résultat. Il faut que chaque investissement qu'on fait, on ait notre retour sur ces investissements. Et donc, on va gérer régulièrement, voir si on est toujours, aligné avec la stratégie, et si l'initiative qu'on a prise, elle est toujours rentable en termes de financier, mais aussi en termes de pertinence, par exemple, par rapport à un marché ou à un besoin. Et cette gestion de portefeuille va nous permettre le PMO, va travailler avec tous les acteurs comme la direction, la DAF, les architectes, les responsables de chaîne de valeur, pour collecter l'ensemble des données, pour qu'on continue donc de s'aligner sur la stratégie, pour voir les dépendances, pour visualiser les risques. Et là encore, il va être d'une aide précieuse. C'est lui qui permet à la direction de prendre des décisions éclairées, de prioriser et d'arbitrer, mais d'une façon beaucoup plus facile, parce qu'on aura une visibilité totale sur toutes les données qu'on a prévues. Et notamment, trimestriellement, donc sur slide suivant, sur les données budgétaires. Puisque là, Ouais. Avant que tu te lances dans ton explication, je te donne une question que parmi les nombreuses qui arrivent là, j'en vois une que tu vas pouvoir traiter, c'est comment allouer concrètement les budgets dans une approche de pilotage par la valeur avec un backlog continu tout en tenant compte des repriorisations fréquentes. Je t'ai lu la question mot pour mot.
Alors, C'est même pas. Donc voilà, déjà, maintenant tu peux y aller. voilà. Déjà, les budgets, on passe dans un budget participatif. C'est-à-dire que, bon, ils sont toujours annuels, mais au lieu que chaque métier décide de son budget, on est plus dans du participatif. Donc, les réunions budgétaires sont collaboratives. On va travailler, on est toujours dans la stratégie. On connaît la stratégie de l'entreprise. On sait quels sont les résultats clés qu'on veut obtenir. Et donc, entre chaînes de valeur, entre propriétaires de chaînes de valeur, on va voter un budget, décider d'un budget et on va le décider par chaîne de valeur. Donc, au moment des arbitrages, on va pouvoir… répète-moi bien la question, que je ne réponde pas à côté quand même, parce que je ne la lis pas, mais elle était longue. Ah non, non, alors je te dis et je te la relis. Comment allouer concrètement les budgets dans une approche de pilotage par la valeur, dans un backlog continu, tout en tenant compte des repriorisations fréquentes, qui est le quotidien, puisqu'on est agile. Voilà. Donc, première étape, c'est décider du budget global. Donc, Maëlle parlait de la capacité. Donc, on a des équipes, on sait combien elles coûtent. Ça, déjà, c'est quelque chose d'assez fixe. Alors, sauf si on lance… Après, tout est lié à la stratégie, en fait. C'est soit… et puis, à la culture… Enfin, à la stratégie marketing, à ce que veut faire l'entreprise, si elle veut se développer, pas se développer, etc., etc. Donc, le budget, il est d'abord établi en fonction de cette stratégie par rapport à donc les différentes chaînes de valeur, par rapport aux résultats qu'on veut obtenir. Après, trimestriellement, on va avoir des synchros. Et c'est là où le PMO budget il est hyper important parce que il aura posé des KPI. Mensuellement, on va suivre en fait la valeur attendue qu'on avait prévue de ces investissements. Et trimestriellement, en fonction de ce qui se passe et des résultats, il va y avoir une repriorisation ou une dépriorisation en fonction du résultat donc du portefeuille. Et si jamais on a une chaîne de valeur, on s'aperçoit par exemple qu'elle est vraiment cruciale, c'est celle qui va nous rapporter le plus et il faut absolument qu'on y arrive, et puis qu'elle a pris un peu de retard, il lui manque un peu de budget, ou on avait mal calculé quelque chose, il y a une difficulté, donc on a besoin de plus. On peut très bien, pendant ces réunions trimestrielles budgétaires, déplacer le budget. En fait, on n'est plus en silo, c'est-à-dire que les budgets sont fongibles et qu'on travaille vraiment par chaîne de valeur en sachant que on va réattribuer des ressources. On peut déplacer des ressources, puisque les ressources, surtout en matière informatique, elles sont pluridisciplinaires. Alors, suivant les secteurs, c'est plus facile que d'autres, mais on peut, les équipes étant pluridisciplinaires, on a la compétence partout dans toutes les équipes, et donc on peut déplacer pour un temps ou des équipes de la compétence d'une chaîne de valeur à l'autre, et c'est comme ça qu'on va prioriser et suivre trimestriellement cette valeur qu'on récupère et réattribuer des budgets s'il faut. C'est vraiment une gestion dynamique des budgets. En fait, à chaque fois, la direction est capable, parce que le PMO aura fait son travail de bien remonter toutes les données qu'il aura récoltées auprès de tous les acteurs. Par exemple, le PMO portefeuille ou budget, il va travailler avec la DAF pour la contractualisation, par exemple. C'est quelque chose qui est un peu nouveau parce que le fonctionnement en agile est particulier et souvent les acheteurs ont besoin de l'aide des PMO pour bien contrôler comment ils contractualisent, par exemple, avec les fournisseurs. Donc ça, la direction, elle va avoir besoin de toutes ces données pour prendre des décisions. Donc, soit effectivement on dit priorise, soit ils rajoutent du budget, ils investissent un peu plus. En plus, on est dans le Lean Portfolio Management, on est dans un Kanban portefeuille qui est un peu différent, avec ce qu'on appelle les horizons. Donc c'est assez maîtrisé, les horizons à 3 ans, 1 an, ce qui est en cours. On va utiliser toutes les outils agiles pour gérer le produit, voir en fait, parce qu'il n'y a pas que des nouvelles choses, il n'y a pas que des nouvelles choses, il y a aussi par exemple l'obsolescence technique, il va y avoir, il faut tenir compte du run, enfin de tout ça dans un portefeuille. Donc la gestion financière trimestrielle et en dynamique permet de s'aligner et non plus d'avoir des enfin, je sais pas, moi je l'ai connu, des endroits où on avait du budget, il fallait absolument le consommer parce qu'il nous en restait, et puis en d'autres où il nous en manquait. Donc ça disparaît avec la disparition des silos métiers en fait. Ouais. Ça veut dire que finalement, ce qu'on se dit, c'est que
Évidemment qu'on continue à faire du pilotage budgétaire parce Bien qu'aucune sûr. aucune Oui. organisation se dit je vais dépenser 10 et puis finalement constate qu'elle a dépensé 30 à la fin de l'année. Ça n'existe pas. En revanche, en donnant plus de porosité, moins de Ouais. silos, on est plus subtil dans la manière de redispatcher le budget consenti pour un Ouais. exercice entre les différentes chaînes de valeur. Et surtout, voilà, c'est fait «intelligemment» entre guillemets, toujours pour avoir de la valeur. On a toujours ce focus, délivrer de la valeur aux clients. Donc s'il faut réorienter notre stratégie, on le fera, quoi, et donc nos budgets. Donc Et on a il y vu a, le il y a un point qui est important aussi, c'est ce que ça me reprend là sur une question qui était dite par rapport effectivement sur l'approche triangle ou c'est fixe. Le fait que ce soit fixe, c'est pour donner la projection, mais ça ne veut pas dire effectivement qu'il ne peut pas y avoir des évolutions et des croissances ou des croissances en fonction des programmes stratégiques et tout, mais c'est juste que on doit effectivement faire du pilotage relais par rapport à la valeur et compagnie, et on va quand même essayer de faciliter, d'avoir des équipes pérennes, stables dans la durée, mais à un moment, on doit avoir cette agilité dans notre capacité effectivement à réorienter les flux financiers et pas se dire ce truc-là, on l'avait prévu pour tel projet, et en fait, ce projet, il fait pas de sens, mais c'est pas grave, c'était pour ce projet, et puis on l'utilise que pour ça. Il faut avoir cette capacité à réutiliser les flux financiers. Surtout qu'en agilité, on est toujours en estimation relative. Donc, il faut être agile, il faut être flexible, il faut pouvoir s'adapter à tout changement. Et tout à l'heure, la question portait sur les RTE. Le RTE, qui est au niveau donc d'une chaîne de valeur, hein, d'un train en fait, évidemment, ça va être un interlocuteur hyper important pour le PMO, puisque le PMO, il va collaborer, c'est un facilitateur. Ce qu'il fait, c'est qu'il va collecter la donnée, il va discuter avec les uns et les autres, il va les aider, c'est du soutien toujours, et il va remonter cette information, il va la mettre en visibilité pour la gouvernance pour que les prises de décision soient plus faciles. L'idée, c'est que tout soit plus facile et que l'entreprise s'adapte de mieux en mieux et de plus en plus vite à ce qui peut lui arriver. Et on parlait, le dernier rôle, enfin un des derniers rôles, c'est la méthode. Donc là, c'est le PMO méthode en tant que tel. Souvent, il change de nom. On va appeler ça les centres agiles ou des choses comme ça. Évidemment, il est aussi animateur de cette méthode puisque l'agilité, c'est un grand changement. Et au-delà de la méthode, c'est la culture. Hein, donc, mais il va toujours faire des formations, il va toujours faire du coaching, il va apporter tout ce qu'il va pouvoir. Quand je dis PMO, je dis l'équipe. PMO, je ne parle pas d'une personne en particulier, il va travailler justement avec des acteurs, des coachs, les Scrum Masters sont des porteurs de méthodes aussi, et il va soutenir par exemple les communautés, les animations de communautés, et là il va avoir des interlocuteurs, encore une fois, il va acculturer à tous les niveaux de l'entreprise, donc ça c'est du COMEX aux équipes opérationnelles. Mais la partie opérationnelle, souvent, elle est prise en charge dans les organisations, notamment dans SAFE, je pense à SAFE parce que les RTE c'est SAFE. Elle est prise en charge par le Scrum Master, le RTE, les coachs éventuellement, et lui, il va quand même plus travailler sur la création de ces communautés et de cette dynamique en fait. Et le dernier PMO qui est plutôt, lui, en train de disparaître, c'est le PMO opérationnel, puisque dans une organisation agile à l'échelle, on a des équipes opérationnelles qui sont pluridisciplinaires, autonomes et responsables, avec des rôles comme les Scrum Masters ou les PO, etc., qui fait que le PMO, en fait, à ce niveau-là, il est plus forcément utile, puisque l'équipe se gère elle-même, elle va suivre elle-même ses KPI, elle va suivre elle-même ses différents indicateurs, et elle ne fera que remonter en fait l'information vers les PMO, budget, portefeuille ou entreprise. Donc voilà, c'est un des seuls rôles qui, dans une agilité à l'échelle, a tendance à disparaître. Ok. Donc finalement, en conclusion de tout ce que tu nous dis, c'est que la finalité des grandes activités, enfin, elle demeure, Ouais. et on a toujours besoin à la fois de quelqu'un qui a une vision. Si on prend l'image, je sais pas moi, du trafic aérien, le PMO, il est souvent vu dans la tour de contrôle. Ouais. Les gens qui sont à la tête des trains, des projets, eux, ils sont dans le cockpit de l'avion, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, si il y a toujours cette répartition des rôles avec quelqu'un
une vision transverse sur les budgets, la capacité, les opportunités, etc., 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 et des gens qui sont plus impliqués dans l'exécution. Et il y a toujours besoin d'une coopération. Simplement, C'est les ça. noms changent et les interlocuteurs changent puisque le cadre méthodologique Ouais. change. Et les outils, les pratiques, le PMO, voilà, comme on dit, la seule chose fixe pour un PMO, c'est le changement. Effectivement, lui, il évolue et il est porteur de cette transformation. En fait, c'est un acteur essentiel du changement, hein, le PMO dans les grandes entreprises, et on s'appuie dessus. Enfin, faut pas Bon, ils ne disparaîtront pas, ça c'est sûr. alors Mais ils ça, doivent, c'est une très bonne nouvelle. évoluer. Ils doivent évoluer. Voilà. C'est une très bonne nouvelle pour les gens qui nous écoutent parce qu'il doit y avoir des PMO, des head of PMO. En gros, votre charge de boulot va plutôt aller en s'accentuant qu'en diminuant. Il y a une question qui remonte là, qui est assez intéressant. C'est pas une question d'ailleurs, c'est une remarque qui dit c'est super tout ça. Alors, ça c'est moi qui le rajoute. Mais il faut encore que le middle management accepte de lâcher les modèles en silo. Et donc, derrière ce qui se cache, faut que j'accepte de lâcher certaines prérogatives et de redéfinir ma zone de pouvoir. Parce que c'est ça que ça veut dire. Alors ça, c'est une question pour vous, tous les deux. Vous avez 2 heures. C'est une des grandes problématiques ou on va dire problématiques des transformations. C'est plus lié au PMO là, mais c'est lié aux transformations agiles. Effectivement, comme on revoit toute l'organisation, il faut renégocier et redistribuer les rôles. Et ça, Maëlle peut en parler aussi. On a des expériences où c'est pour ça qu'une transformation. Moi, c'est ça peut pas se faire en 6 mois. Donc une grande entreprise, elle va se transformer sur 2, 3, 4 ans, le temps que justement tous ces gens retrouvent leur place en fait. C'est important. Il y a plusieurs éléments qui sont clés quand on transforme. Alors déjà le premier, c'est que faut que tout le monde accepte que en fait le changement, c'est pas que pour les autres. Et c'est vrai que c'est ça souvent qu'on a comme problématique, c'est que les gens ils disent oui, ok pour la transformation, je veux bien que mes équipes se transforment en dessous. Mais par contre moi, je vais continuer à avoir le même rapport avec eux. Je vais continuer à avoir par exemple être très command and control, ce genre de choses, ou alors que en fait on veut leur donner l'autonomie. Donc déjà c'est le premier point qui pose problème. Deuxième point, c'est qu'on prend pas, je pense souvent assez de temps pour expliquer aux gens qu'est-ce que ça va leur apporter. C'est-à-dire que souvent on dit regardez, on va se transformer, c'est bien pour la direction, c'est bien pour l'organisation. Ok, mais moi en tant qu'individu, qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Et je pense que c'est aussi important de dire moi en tant que membre d'une équipe, qu'est-ce que ça m'apporte? Moi en tant que manager, qu'est-ce que ça va m'apporter cette transformation? Qu'est-ce que ça va induire comme changement? Et expliquer que le changement, c'est pas forcément de la perte de pouvoir et compagnie, c'est juste que, comme on le voit avec le PMO, c'est un changement d'activité. Et en fait, on va concentrer finalement nos efforts et nos valeurs là où ça fait du sens dans l'organisation, et c'est peut-être pas là où on concentrait nos efforts avant. Mais ça change pas qu'en fait, on doit évoluer dans cette direction. Et donc, du coup, c'est là toute la problématique de transformation, c'est toute la problématique du change management. C'est comment on accompagne ces gens vers changement. Et du coup, pour la notion effectivement de silo, c'est comment ce silo finalement on va les casser. On va les casser toujours en essayant, et ce qu'on essaie en agilité, de se dire on doit être orienté utilisateur. Donc on doit penser parcours utilisateur, on doit penser ce qu'on doit livrer in fine. C'est pas pour ma propre personne, c'est pas pour briller, pour ceci, pour cela. C'est à un moment je dois faire quelque chose parce que ça sert et ça crée de la valeur pour quelqu'un. Et donc, comment je m'assure toujours en tâche de fond que ce que je fais, ça a du sens et que ça va apporter de la valeur aux gens. C'est pour ça qu'en plus, les transfos, il ne faut pas forcément commencer par le bas. Comme on dit bottom-up ou top-down, souvent, il faut faire les deux. Il faut les deux. Il faut vraiment faire vraiment les deux. Il faut faire du bottom-up et du top-down. Tu as besoin d'un sponsoring fort parce qu'il faut que le truc il soit incarné et compagnie, tu as besoin de sponsoring fort, mais tu as besoin aussi de faire du test and learn avec les équipes pour notamment faire du sur-mesure. Je pense qu'on a tous souffert de transfo en mode bulldozer où voici le nouveau modèle, vous devez rentrer dedans et vous n'avez pas le choix. Et en fait, ça, on voit bien, on a plein d'exemples et qui fait qu'on sait que ça marche pas. Donc, on a besoin de faire du sur-mesure. On a besoin de comprendre la spécificité des organisations qu'on accompagne. On a besoin de comprendre leurs problématiques et du coup, de faire vraiment une stratégie. Et là, je revois la question sur les OKR. C'est
les OKR, c'est ce qui doit driver. Et effectivement, c'est ça qui va être important, qui va nous permettre de savoir dans quelle direction on va et d'aligner tout le monde dans la même direction. Et après, oui, on a du pilotage financier, on a des indicateurs de performance. Ça nous permet de nous assurer que effectivement, oui, on va bien dans la bonne direction parce que on peut pas toujours se baser sur le ressenti. Oui, j'ai l'impression que ça va bien. Non. J'ai aussi des indicateurs qui me permettent de m'assurer que mes choix stratégiques sont bien les bons et que je suis bien en train d'atteindre mes objectifs in fine. Et puis c'est surtout une transformation, c'est pas du Big Bang. On est en agile, donc c'est des itérations, c'est des petites touches et petites touches et petites touches. Donc on peut très bien, par exemple, au lieu de déployer le LPM tout de suite, on peut déjà commencer à travailler sur revoir un peu la gestion de portefeuille, sans pour l'instant être complètement encore en full lean portfolio. Enfin, c'est vraiment une évolution. C'est pas une transformation comme ça. On doit faire évoluer les mentalités, les pratiques, les comportements, les KPI, enfin il y a tout un tas de trucs qu'on doit faire évoluer et ça se fait normalement dans la douceur, normalement. Ça doit se faire. Non, mais c'est assez clair. Alors c'était un peu une digression par rapport au sujet du jour, mais le modèle organisationnel et méthodologique qui sort du carton, qu'on applique comme ça sans réfléchir, ça n'existe pas. Non. Même s'il y a des trucs dans Safe qui sont hyper aboutis, néanmoins, il faut faire son marché là-dedans, trouver ce qui correspond le mieux à l'ADN de l'organisation qu'on veut agiliser et y aller par étapes successives pour embarquer le maximum de monde. Ça, on est bien d'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions en fait? Parce que moi, Alors, il y a une question qui est intéressante, c'est Christine qui dit « Qu'est-ce qui fait foi? Ce sont les OKR ou les KPI dans le pilotage financier ?» C'est ce que je viens de dire un peu là, justement, c'était à ça que je répondais juste avant. Et c'est vrai que moi, vraiment, je rappelle que les OKR, pour moi, c'est le plus important. Non, mais... Le pilotage financier, c'est très important, mais le pilotage financier, ça doit être fait en parallèle. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu ne sais pas où tu veux aller, tu auras beau avoir tout le pilotage financier que tu fais, ça se trouve, tu vas créer des trucs qui n'ont pas de valeur et en fait, qui n'ont pas de pertinence. Donc, la première étape, c'est déjà de dire dans quelle direction je vais, pourquoi j'y vais et comment, ça va être quoi mes observables ou ce qu'on appelle donc le KR, mes key results, donc mes résultats clés qui vont me permettre de valider. Et dans ces résultats clés, dans certains résultats clés, ces KR, ça peut être du pilotage financier, justement. C'est ça que je vais mesurer. Je pense que Christine, ce qu'elle veut dire, c'est OKR, c'est une méthode, et KPI, c'est autre chose. C'est bien deux choses différentes. Et les KPI servent à mesurer les KR, en fait, les oui, c'est ça, exactement. Voilà. Et en fait, OKR, voilà, c'est pas clair pour tout le monde ce qu'est un OKR. C'est ça, un OKR, donc c'est objectif qui résulte. Donc, objectif, c'est quels sont les objectifs que je veux me fixer sur une période donnée. Donc, ça, c'est le premier point. Et qui résulte, c'est quoi soit les observables, soit les entre guillemets les KPI, ou ça peut être ce qu'on appelle des KVI, Key Value Indicators, des indicateurs de valeur, qui vont me permettre d'être témoin de l'atteinte de ces objectifs. Par exemple, mon objectif, c'est augmenter mon nombre de clients. Le key result, c'est par exemple d'augmenter de 20% ou de 10 000 clients. Et ben, mon KPI, ça va être tous les mois, je dois avoir la possibilité de récupérer la donnée de combien j'ai de clients. Voilà, c'est un suivi en fait de mesure. Et alors, ça, c'est important. Ouais. KPI, KVI, c'est important. En fait, on doit avoir les deux, là. Je vois les OKR, définir. Alors, il faut dissocier. En fait, généralement, OKR, c'est vraiment en haut de la pyramide. C'est là qu'on va essayer de définir et c'est ce qui va nous porter dans l'entreprise. Et en fait, souvent, ces OKR, ils vont être déclinés au niveau des équipes en KPI et KVI. D'accord? Donc, en gros, c'est souvent, en fait, une notion d'échelle. Et donc, du coup, on va à chaque fois avoir une nécessité de définir des KPI parce qu'on doit mesurer notre performance. C'est est-ce qu'on est performant pour faire ce qu'on fait? C'est une première question qu'on doit se poser. La deuxième question, c'est est-ce que ce qu'on fait apporte de la valeur à l'utilisateur? Et c'est pour ça qu'on a besoin des KPI et des KVI. Et ces KPI et ces KVI, ils doivent être notamment définis par rapport à des OKR plus globaux qui sont notre ligne directrice qu'on doit atteindre et ainsi de suite. Ouais. OKR, c'est la stratégie, en fait, c'est la punchline de l'entreprise, quoi. On veut devenir le premier leader européen de la transformation. Eh bien, je pense qu'on va peut-être pouvoir conclure. Si je vois qu'on a encore quelques questions qui arrivent.
Alors, un KVI, un élément de valeur. Voilà. Alors ça, je vais repasser la notion de valeur. La notion de valeur, ça peut être différent par rapport au client. Ça peut être de la valeur financière, c'est-à-dire que je veux gagner tant de parts de marché, je veux générer tant de CA, je veux tant de souscriptions. Ça peut être de la valeur vraiment financière et tout. Ça peut être de la valeur en termes de satisfaction utilisateur. Je veux augmenter la satisfaction de mes utilisateurs et donc ça, c'est un élément de valeur que je vais mesurer. Ça peut être, pour moi, la valeur, c'est plutôt il y a des entreprises pour lesquelles, je pense notamment à beaucoup de banques d'assurance, ils ont des grosses problématiques réglementaires, donc ils ont une problématique d'image, donc leur valeur à eux, c'est d'être impeccable d'un point de vue réglementaire par rapport à leur image, et donc c'est ça qu'ils vont essayer de valoriser. Donc du coup, ils vont mettre plus d'énergie sur des programmes réglementaires que sur des programmes non réglementaires. Donc, ça peut être ça. Ça peut être la réduction du risque opérationnel. Ça peut être une notion de valeur. Et puis aussi, maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde où on essaye d'évoluer vers des notions plus sociétales, environnementales, ce genre de choses. Et donc, ça peut être aussi de la valeur pour l'entreprise, pour les salariés, sociétales, d'une manière globale, pour ce qui se passe autour de l'entreprise. Ça peut être de la valeur environnementale, ça peut être des choses qui peuvent être pertinentes pour l'entreprise, on veut avoir. Donc, c'est pas toujours financier, la valeur. Et donc, cette notion de KVI, c'est hyper important de se définir. Moi, en tant qu'entreprise, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui fait de la valeur? Et ensuite, en dessous, en tant qu'équipe, qu'est-ce qui, moi, en tant qu'équipe, apporte de la valeur? Pourquoi je fais ce que je fais? Qu'est-ce que je vais aller mesurer en termes de valeur pour savoir qu'aujourd'hui, j'apporte bien? Et encore une fois, ça peut être aussi rien que pour une équipe vraiment, si on revient sur le côté IT, ça peut être la valeur de l'amélioration de la performance, de l'amélioration de l'expérience utilisateur. Il y a plein de choses encore qu'on peut faire. Et donc, cette notion de KVI, elle est hyper large. Bon, parfait. Alors, mais comme on arrive à la fin et puis en plus on est un groupe franco-suisse, donc si vous voulez, on est un peu à cheval sur le timing. On arrive à la fin de la présentation. En tout cas, c'était très riche d'échanges. On a essayé de garder un mode le plus interactif possible pour prendre les questions au fil de la présentation pour éviter d'avoir le sempiternel quart d'heure de questions-réponses à la fin. Donc, comme on peut juste se quitter là-dessus, c'est avec merci encore pour votre participation, votre intérêt il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de participants, et d'ailleurs des participants qui sont restés sur toute la durée de l'événement, donc ça veut dire qu'il y a quand même un vrai sujet. Voilà. Mais je vous dis, pas trop d'inquiétude quand même, il y a encore énormément de boulot pour l'aiguilleur du ciel. Alors, on sera ravis d'échanger offline sur tous ces sujets-là. Donc, exactement. Pas aussi, franchement, de toute façon, c'est des sujets qui nous passionnent. Donc, c'est toujours un plaisir. Donc, sentez-vous à l'aise de nous contacter, d'échanger avec nous. On fait un Teams, on discute de votre contexte, que ça soit sur la transformation d'ailleurs, sur une transformation agile à échelle ou sur les problématiques plus liées au sujet du jour. Sans aucun problème, on vous a remis les liens qui nous permettent de nous suivre à l'écran là et d'accéder à l'outil d'accéder à la demande d'activation de l'outil de diagnostic des process PPM. Tout ça, c'est très intéressant pour disposer d'une appréciation assez objective et rapide d'un niveau de maturité. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et bien, je vous dis à très très bientôt et bonne fin de journée et bon week-end. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci Stéphane, merci Nathalie. Merci Stéphane et Maëlle.